C'est un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Nouvel appui financier du FMI pour la relance de l'économie tunisienne. 249 millions de dollars ont été décaissés. La Zambie affiche ses ambitions pour l'exportation de l'huile de palme. 170 millions de dollars seront engrangés dans la filière au cours des 10 prochaines années. Enfin, le nouvel accord de pêche signé entre le Sénégal et la Mauritanie suscite des grincements de dents à Dakar. Et nous démarrons par la Tunisie où le Fonds monétaire international a donné son approbation pour le décaissement d'un montant de 249,1 millions de dollars, soit environ 650 millions de dinars. Cette nouvelle enveloppe s'inscrit dans le cadre d'un programme d'aide dénommé Mécanisme élargi de crédit, en contrepartie duquel les autorités tunisiennes devraient initier un programme de réforme économique. L'objectif est de renforcer la reprise économique dans le pays en réduisant les déséquilibres macroéconomiques, en assurant une protection sociale adéquate et en encourageant la création d'emplois par le secteur privé. Le nouveau décaissement porte à 1,14 milliard de dollars le montant total des prêts du FMI en faveur de la Tunisie. Le lauréat 2018 du prix dénommé The Africa World Builders, Babaka Ndiaye, est connu. Il s'agit du président kenyan Uhuru Kenyatta. Il a été retenu au détriment de ses pairs du Niger, de la Tanzanie et de l'Égypte pour recevoir cette année ce prestigieux prix, un prix qui récompense les chefs d'État dont le pays connaît des succès exemplaires en matière de routes et des transports. La réunion annuelle de nomination du comité de sélection Africa World Builders, trophée Babaka Ndiaye, s'est tenue à Dakar au Sénégal. Le comité de sélection, constitué des représentants de plusieurs médias issus des différentes sous-régions d'Afrique, a travaillé sur la base du rapport fait par le réseau des médias pour les infrastructures et la finance en Afrique. Cette initiative pour promouvoir les bons projets, les grandes réalisations en matière de route et de transport pour l'Afrique, pour notre continent. Promouvoir les bonnes routes, les bons transports pour que nous puissions aspirer au développement que chacun croit mériter. Les débats ont été ouverts et francs. Les décisions ont été soumises à 3 critères principaux qui sont l'impact social des projets, leur aspect environnemental et la qualité de montage financier. Au terme des travaux de délibération, le comité de sélection a procédé au choix de lauréat du trophée Babaka Ndiaye et d'Africa World Builders 2018. La remise de son trophée aura lieu le 23 mai 2018 à Busan, en République de Corée du Sud, à l'occasion des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Faire de la Zambie un exportateur majeur d'huile de palme, c'est le rêve que caressent les autorités du pays. Lequel pays a entamé la production d'huile de palme en 2015 avec une capacité de traitement de 2 à 3 tonnes de noix par heure. Aujourd'hui, la Zambie estime pouvoir engranger plus de 170 millions de dollars sur la prochaine décennie grâce donc à l'exportation de l'huile de palme. Il faut ajouter que la Zambie consomme près de 120 000 tonnes d'huile de cuisine par an et consacre environ 70 millions de dollars par an à l'importation d'huile cosmétique depuis l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud et l'Extrême-Orient. Rendons-nous maintenant au petit port de pêche de Ouakam à Dakar au Sénégal. Là-bas, le nouvel accord de pêche signé entre le Sénégal et la Mauritanie alimente les conversations. En effet, en marge du dernier sommet de l'Union africaine tenu à Nouakchott, les deux pays ont redessiné le cadre de la pêche pour permettre aux pêcheurs sénégalais de pouvoir se rendre en toute sécurité dans les eaux mauritaniennes. Ils auront le
le droit d'y pêcher 50 000 tonnes de petits poissons par an et d'utiliser 400 embarcations au maximum. Or, ce sont plus de 2000 pirogues sénégalaises qui se rendaient souvent en Mauritanie, d'où le mécontentement des pêcheurs sénégalais. Ces matins, comme chaque jour, Mamadou prépare sa pirogue pour aller pêcher. Pêcheur de père en fils, il est un habitué des eaux mauritaniennes. C'est là-bas où il faisait ses plus belles pêches, jusqu'à la mort en janvier dernier d'un jeune pêcheur sénégalais tué par les gardes-côtes mauritaniens. Pour lui, cet accord va améliorer la sécurité des pêcheurs, mais il pose problème. Le quota des pirogues autorisées à se rendre en Mauritanie est un peu juste. On a signé un accord sur 400 pirogues maximum par an. Alors donc ça fait défaut. Ça fait défaut dans ce sens-là, donc quelque part il va falloir revisiter ça. Peut-être avec le temps on va essayer de voir pour que vraiment cet accord soit amélioré. Inquiétude également pour Adama Sangaré, coordinateur général du groupement des pêcheurs de Ouakam. Il dénonce la non-implication des pêcheurs dans les discussions. L'accord qui a été signé, je vous dis que c'est insuffisant. Parce que là où l'on signe l'accord, normalement, doit y avoir des pêcheurs qui sont nés en mer. Doit y avoir des pêcheurs qui soient présents dans les lieux. C'est là où ça fait défaut. Il faut toujours qu'il y ait des pêcheurs. Faire contact avec eux, alors ils vous disent ce qu'ils veulent. Les pêcheurs sénégalais ne diront pas le contraire, car un autre point de l'accord les irrite au plus haut point. Le débarquement des prises va se faire en Mauritanie. Des quais vont être aménagés, mais les pêcheurs trouvent les lieux choisis sur le littoral dangereux. Direction maintenant l'Érythrée, ce sera avec notre chroniqueur Casimir Pridio qu'on retrouve dans quelques secondes. Bienvenue à vous, Casimir Pridio. Bonjour Inès. Alors après 25 années de conflit, que reste-t-il de l'économie érythréenne ? Merci Inès, il faut dire que le pays est complètement décimé sur le plan économique. C'est un pays à la limite laissé dans la misère, dans la précarité qu'on retrouve aujourd'hui. Il faut dire que l'Érythrée s'est créé lui-même sa situation car le pays est resté enclavé à la région et au reste du monde à cause de l'option politique choisie par ses dirigeants, au point où aujourd'hui le taux de chômage au niveau donc des grandes villes du pays, notamment la capitale, tourne autour de 75% de l'effectif des populations actives au niveau donc du pays. L'Érythrée aujourd'hui, c'est ce pays qu'il faut reconstruire totalement en ce qui concerne les infrastructures, mais aussi en ce qui concerne donc l'investissement et surtout l'apport des partenaires techniques et financiers. Aucune structure aujourd'hui ne garde encore l'espoir de venir investir dans ce pays, tout simplement parce que le pays reste et demeure donc le bastion du terrorisme au niveau de la région. C'est ce pays qui fournit donc en termes de terrorisme les appuis au niveau donc du Soudan, au niveau de Djibouti, mais aussi au niveau de l'Égypte. Donc le pays aujourd'hui n'attire pas les investisseurs car le taux d'insécurité est de plus élevé. Et d'ailleurs, le rapport d'une business l'affirme, le pays est classé 189e sur 190 pays, donc classé pour le compte de l'année 2018. Donc l'Éthiopie aujourd'hui, l'Érythrée du moins d'aujourd'hui, c'est ce pays qu'il faut reconstruire économiquement parlant. Ce que nous savons aussi, Casimir Pridio, c'est qu'avec un PIB de 3,8% à moyen terme, le pays n'est pas prêt de tenir le pari de la croissance. C'est bien ça, Inès. Il faut dire qu'il est un peu difficile d'avoir donc de l'espoir pour cette économie, car même si le taux de croissance du produit intérieur brut reste autour de 3,7 et 3,4% selon les prévisions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le pays reste encore le bastion de l'insécurité au niveau de la région et même de l'Afrique, car les questions donc de l'immigration, les questions du terrorisme restent encore la monnaie courante au niveau de la population. Il va falloir que les autorités travaillent véritablement pour sortir donc le pays de l'isolement et donc le taux de croissance de 3,8% projeté à moyen terme reste encore l'arbre qui cache la forêt,
car l'agriculture aujourd'hui constitue la seule activité pouvant permettre aujourd'hui à ce pays de rêver et d'espérer donc un mieux-être. Or, les autres secteurs d'activité restent encore sur le continent, ces secteurs qui pourront apporter un souffle nouveau à l'économie du continent. Et donc, l'Érythrée doit travailler, l'Érythrée doit donc reconquérir ses investisseurs, l'Érythrée doit travailler en sorte que le bon voisinage avec des pays comme Djibouti, comme le Soudan, comme l'Éthiopie reste encore un enjeu majeur pour les gouvernants. Alors, Kazmi Pédior, sur quoi concrètement les autorités du pays doivent-elles jouer pour justement rebâtir l'Érythrée? Alors, tout n'est pas perdu dans ce pays, car il faut le dire, le pays reste et demeure encore ce territoire où il y a encore de l'espoir. Non seulement l'agriculture est encore, donc utilise encore des moyens modernes, il faut également dire que le secteur secondaire et surtout le secteur tertiaire aujourd'hui est un moyen efficace pour ce pays de véritablement faire face à sa croissance et aussi à l'emploi. Il faut aussi ajouter à ces facteurs-là que le pays doit pouvoir donc repenser sa question de l'éducation et aussi la question de la santé de la population. Et donc, ça reste deux facteurs majeurs aujourd'hui où l'Érythrée doit pouvoir travailler. Au-delà de ça, l'Érythrée aujourd'hui, de par donc sa position géographique, peut drainer beaucoup de visiteurs sur le plan donc touristique si véritablement le pays travaille pour asseoir donc une certaine quiétude au niveau de la population afin que véritablement les investisseurs et les visiteurs puissent avoir une certaine confiance pour venir investir dans ce pays. L'autre chose qu'il faut que les dirigeants de ce pays puissent donc avoir comme atout, c'est le bon voisinage avec des pays comme l'Éthiopie qui pourra offrir un mieux-être en termes donc de l'énergie électrique pour pouvoir alimenter donc les coins et les recoins de ce pays-là véritablement pour que on puisse assister donc à un pays qui renaît donc de ses cendres pour s'afficher comme un pays où il fera bon vivre, comme un pays où on ne parlera plus donc de l'immigration, comme un pays où les autres pays africains, les autres, la jeunesse d'autres pays ne puissent pas l'utiliser comme le tremplin pour aller de l'autre côté de l'Occident. Alors finalement, Kazmi Pédior, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir de ce pays? En tout cas, le pays a pris tout récemment des options et l'une de ces options, c'est de mettre définitivement un terme donc à son isolement, au conflit qui donc existe depuis un certain nombre d'années entre l'Éthiopie et donc l'Érythrée. Et aujourd'hui, on peut déjà dire dans les 10 prochaines années, si véritablement les autorités arrivent à asseoir une politique cohérente en termes de démocratie, on peut espérer que l'Érythrée va quitter donc son rang d'avant-dernier sur le classement Doing Business pour pourquoi pas s'afficher au sein donc de la masse qui aujourd'hui pourra permettre véritablement au continent de mieux rêver. En tout cas, le pays n'a rien donc à se tirer en étant donc le bastion du terrorisme et de la destination vers l'Europe. Je crois que les autorités l'ont compris et on va observer ce pays sur les 5 voire 10 prochaines années pour comprendre si véritablement les populations peuvent sortir de l'isolement. Autrement dit, nous reviendrons sur ce pays très prochainement. Très prochainement pour voir si les choses ont évolué. Merci beaucoup Kazmi Pédior. Merci donc d'être venu nous parler de l'économie érythréenne. Le prochain rendez-vous avec vous, c'est dans 2 jours. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission, Le Journal de l'économie. Retrouvez toute l'équipe dès vendredi prochain.